Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, un ténor du barreau, Maître Doudou Ndoye. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Merci. Diop. Comment allez-vous? Je vais très bien, alhamdoulilah. L'avocat simple, humble Oui. et rajeunissant. Oui, absolument. Vous salue. Oui, on sent bien une certaine cure de jouvence. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, Je me suis repris en main. on est très content de vous recevoir, Maître Doudou Ndoye. Un grand merci de nous accorder cet entretien. Votre voix est essentielle pour éclairer le public sur les dynamiques judiciaires et politiques complexes que traverse le Sénégal. La dernière toute fraîche actualité, c'est la voix du président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye, qui se prononce depuis la sortie de son Premier ministre Ousmane Sonko ce samedi, donc qui se prononce sur le supposé conflit. Le président de la République a balayé d'un revers de la main. Non, il n'y a pas de conflit entre le Premier ministre et moi-même. Je vous propose d'écouter Bassirou Diomaye Faye. C'est un Wolof, mais on va traduire tout juste après. Alors malheureusement le son fait défaut et toutes nos excuses, mais en substance, Bassirou Diomaye Faye dit qu'il n'y a pas de conflit entre le Premier ministre et le Président de la République. Il dit c'est mon ami, nous devons rester focus sur les attentes des Sénégalais et que le seul combat qui vaille, c'est le combat contre les difficultés que les Sénégalais endurent, que le gouvernement lui-même endure. Il appelle tout le monde à se concentrer sur l'essentiel. Et donc rester focus sur la gestion transparente et respecter donc les engagements. En substance, Maître Doudou Ndoye, c'est ce qu'on peut retenir de cette déclaration du chef de l'État. Qu'en pensez-vous? Je ne souhaiterais pas, je ne voudrais pas être prétentieux, Oui. mais honnêtement, je vais vous dire que depuis plusieurs jours, je dis et je répète à tout mon entourage pratiquement le discours que Monsieur le Président de la République vient de prononcer. Depuis plusieurs jours, je dis que Monsieur Bassirou Diomaye Faye, investi à la charge de Président de la République, a dit lui-même que cela fait une dizaine d'années qu'il lutte pour faire de Monsieur Sonko un président de la République et qu'il continue ce combat. Alors, ces deux personnes semblent être liées de façon profonde, personnelle, amicale, politique, au point qu'il serait difficile, quels que soient les mots et les phrases prononcées par ailleurs, d'envisager un conflit entre eux deux. Et je dis depuis longtemps, attendez, faisons attention. Nous aimons beaucoup parler au Sénégal, mais le vrai problème des Sénégalais ne se trouve pas là. Ça se trouve dans le quotidien. Il faut que nous essayions d'éviter de perturber profondément notre pays par des paroles qui ne semblent pas très utiles. Oui, mais en même temps, Maître Doudou Ndoye, il y avait de quoi s'interroger quand on entend son Premier ministre dire que le problème de ce pays, c'est un problème d'autorité. On peut quand même s'interroger. On peut le dire de plusieurs façons, hein, croyez-moi. Hier matin, j'étais dans mon bureau, samedi matin, vendredi matin. J'ai fait venir 2 personnes de mon bureau. Je leur ai dit, quelles sont vos heures de travail? Ces 2 personnes m'ont donné leurs horaires de travail. Je leur ai dit, pourquoi vous ne les respectez pas toujours? Ces personnes se sont tues. Je leur ai dit, bon, changeons les horaires, si vous êtes d'accord. Et c'est elles-mêmes, ces 2 personnes qui ont fixé les nouveaux horaires. Et samedi matin, les 2 arrivent avec 1 heure de retard. Malheureusement, pour ces 2 personnes, j'étais présent. C'est une mise à pied immédiate pour 8 jours. C'est de l'autorité, ça. Et souvent, ça manque partout. Ce n'est pas seulement l'autorité au sens présidentiel, au sens premier ministrable, au sens symbolique de l'autorité politique.
Ce qui manque, c'est l'autorité partout. Est-ce que cette prise de position du président Bassirou Diomaye Faye est une prise de position d'autorité? Est-ce qu'il se met au-dessus de la mêlée ou bien il refuse le conflit? Il n'a pas besoin, excusez-moi, je ne le défends pas, je ne le connais pas. Oui. Il ne m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Donc je ne peux pas le défendre, ni M. Sonko non plus. Oui. Mais je dis, a-t-il besoin de régler un conflit quelconque? C'est le peuple sénégalais ou des Sénégalais, disant représenter le peuple, qui parlent de conflit, qui ont dit M. Sonko a dit telle chose. Suite à des déclarations de M. Sonko qui laissent penser. Qu'il pourrait, oui, au conditionnel, oui, y avoir un conflit. C'est une parole unilatérale d'une personne, Premier ministre, qui a parlé lui tout seul. Oui. Mais si l'autre avait répondu de façon à ce qu'on voit un conflit, on pourrait dire qu'il y a un conflit. Oui. Mais c'est une parole unilatérale. Oui. Dans ce cas-là, nous pouvions dire « Ah, M. Sonko, votre parole là est un peu exagérée. » On a beaucoup épilogué sur votre parole est exagérée, c'est mon point de vue personnel. Oui. Mais ce n'est pas un conflit avec le chef de l'État. Absolument, et il vient de le dire. Et on a beaucoup épilogué depuis samedi. Est-ce que, personnellement, vous êtes soulagé parce qu'on est allé jusqu'à parler de diarchie il n'y a pas de diarchie, il n'y a pas de diarchie au Sénégal. Cette notion diarchique ou triarchique de la Rome antique avant Jules César, c'était une notion où on partageait le pouvoir entre deux personnes. Mais ce pouvoir n'est pas partagé au Sénégal. Le pouvoir présidentiel relève... L'actuel pouvoir n'est pas partagé. N'est pas du tout partagé. C'est constitutionnellement le président de la République qui définit la politique de la nation et charge son Premier ministre de la conduire. Donc le pouvoir n'est pas partagé. Le Premier ministre est exécutant des désirs politiques, constitutionnels, institutionnels du chef de l'État. Il n'y a pas de partage de pouvoir. Il y a des délégations de pouvoir. De même que le Premier ministre qui délègue des pouvoirs à d'autres personnes. Nous avons vraiment le plaisir de beaucoup parler. De se faire des films. Et de se faire des films, de discuter. En même temps, c'est des scénarios... On aime les histoires. C'est des scénarios alimentés par des acteurs quand même qui ne sont pas n'importe qui. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail au Sénégal. Ceux qui travaillent réellement, vous ne les avez pas entendus. Vous êtes des journalistes, s'il vous plaît. Faites des enquêtes, rentrez dans toutes les maisons, dans toutes les entreprises, toutes les administrations. Ceux qui ont des dossiers, ceux qui ont du travail, et réellement du travail, vous ne les entendez pas parler. Le Sénégalais a besoin de parler, de parler, de parler. Nous devons travailler. Il faut tout travailler, beaucoup travailler. Nous devons travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Comme dirait votre ami Maître Abdoulaye Wade. On va parler de l'actualité judiciaire parce qu'il y a beaucoup de choses également à dire. Mais dernier point sur ce sujet, j'aimerais vous entendre sur ce texte qu'a publié un de vos confrères, Maître Cyril Cloderly, pour ne pas le citer, qui a publié une tribune, Devoir de convergence, où il affirme qu'une révolution ne peut réussir si l'ancien régime n'est pas détruit et ses vestiges nettoyés. Que vous inspire ce texte? Il nous ramène aux phrases de 1789, l'ancien régime. Est-ce que vous avez expliqué ce qu'était l'ancien régime français par rapport au nouveau régime français? Expliquez-nous. Ce qu'est l'ancien régime français, c'était le régime monarchique qui reposait sur la noblesse et sur l'Église et le tiers-État. Le roi et ses nobles prenaient toutes les terres, étaient propriétaires de tout. Et l'Église prenait sa part. Et tout le reste du peuple français était le tiers-État qui était corvéable et servait presque à merci. Alors la Révolution française a amené la liberté, l'égalité, la propriété pour tous et la démocratie. C'est pourquoi on dit en France l'ancien régime et le nouveau. Au Sénégal, c'est quoi l'ancien régime? Est-ce qu'il y avait un roi qui est parti? C'était un président de la République, Senghor. Président de la République, Abdou Diouf élu. Président de la République, Abdoulaye Wade élu. Macky Sall élu. Diomaye Bassirou Faye élu. Mais Maître Cyril Cloderly parle de l'ancien régime. Ce n'est pas un ancien régime, il les appelle un régime politique. C'est le même régime politique qui est là. C'est la même constitution. D'accord. C'est la même forme de gouvernement. Ce sont les mêmes formes de l'administration, partout. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce sont les hommes qui sont nouveaux, leur pensée, leur style et leur façon de faire. Mais quand il dit qu'il faut détruire cet ancien régime et nettoyer ses vestiges... Mais cet ancien régime, c'est le même régime qu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'ancien régime, je regrette. Il ne sait pas ce qu'est un ancien régime
Je regrette. Pour mon ami et mon jeune frère, Oui. il ne sait pas ce qu'est un ancien régime. C'est le même régime politique du Sénégal presque depuis le président Senghor. Oui, oui. Pour apporter un peu de contexte, je précise qu'il qu'il a fait ce texte suite à la déclaration de M. Sonko. Il doit dire Oui. les anciens gouvernants, Oui. pas régime politique. Oui, mais ça c'est pour la lettre. Mais dans l'esprit de ce qu'il avance, qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous sommes des juristes, des hommes de droit. Moi, je voudrais que les mots soient toujours à leur place. Parce que quand on dit l'ancien régime doit être détruit, qui va-t-on détruire? Votre télévision vient de l'ancien régime, là où on est. Ça ne vient pas de maintenant, quand même. C'est quoi un régime politique? Bon. Détruisons TFM, donc. Ouais, Croyez-moi, j'étais là. Faut surtout pas, faut surtout pas détruire TFM. Je sais bien des choses depuis le commencement de tout au Sénégal. En tout cas, depuis 1960. Il faut surtout pas détruire TFM. En tout Donc, cas, tout fait partie. J'ai prêté serment, il a prêté serment d'avocat sous l'ancien régime. oui, oui. Et est-ce qu'il n'a pas exercé librement ses fonctions sous ce qu'il appelle l'ancien régime? Un avocat ne devrait pas dire ça, c'est ce que vous voulez dire? Non, un avocat peut le dire, mais il faut qu'il comprenne le sens des phrases aussi, sur le plan historique. Bon, on a compris. Un avocat peut se tromper, comme un politicien, comme un premier ministre. Nous sommes tous des sujets à des erreurs. Mais il n'y a pas d'ancien régime pour le moment au Sénégal. Très bien. C'est le même régime politique, avec de nouveaux hommes, de nouveaux dirigeants. Vous ne voulez pas répondre sur l'esprit de ce qu'il dit, ce qu'il avance? Mais ce qu'il avance n'est pas acceptable. C'est pourquoi je ne peux pas chercher son esprit. Si c'était acceptable... Dans cet esprit, votre client Farba Ngom fait partie, en tout cas dans l'esprit de ce qu'il avance, des anciens dirigeants. Des anciens dirigeants du Sénégal. Du Sénégal. Farba Ngom lui-même qui s'est vu refuser, encore une fois la semaine dernière, une liberté provisoire. Comment va-t-il aujourd'hui et quelle est la suite de cette procédure? Qu'est-ce que vous comptez faire? Monsieur Farba Ngom, en dehors de toutes les questions qui se posent dans son dossier, est malade. Et il est en prison. Et la loi dit, le code de procédure pénale, si un médecin désigné par le juge l'observe et dit dans un rapport qu'il ne peut pas supporter la détention, la loi dit qu'on doit le libérer. Un professeur de médecine a été désigné par le juge. Ce professeur a fait un rapport complet et il a dit que l'état de santé de M. Farba Ngom est incompatible avec le milieu carcéral. Alors, le milieu carcéral, c'est partout où on vous enferme. Partout où on vous enferme. C'est ça le sens de carcéral. Nous avons demandé à ce qu'il soit libéré de ce fait. Monsieur le juge n'a pas accepté et il semblerait que le juge va désigner un autre expert et faire une contre-expertise sur le rapport qui a été déjà présenté. Bon. Donc, quand il va désigner un autre expert, celui-là aura à juger le rapport fait peut-être par son professeur. Et quelles sont les actions, vous, la défense, que vous prévoyez dans les prochains jours? Non, pour l'instant, pour ça, nous ne faisons rien. Nous attendons rapidement, parce qu'il est malade, il est malade, que le juge qui veut faire une contre-expertise désigne cet expert, ce nouveau, et que cet expert nouveau nous soit communiqué son nom, afin que nous puissions, conformément aux droits de la défense, accompagner ce travail-là. C'est tout ce que nous attendons pour sa maladie. Pour sa maladie. Maintenant, pour le reste, nous sommes en train de faire le reste du travail. Pour sa maladie, pour lui permettre d'avoir une liberté provisoire. Pour qu'il ait la liberté provisoire dite par la loi. C'est la loi qui dit qu'il doit être sorti. C'est pas nous. On va attendre donc je parle du code de procédure pénale, je parle de ce que dit la loi. Cette contre-expertise donc qui sera nous souhaitons que ce soit fait rapidement pour que le juge soit satisfait. Si c'est ça qui le satisfait, nous souhaitons qu'il soit satisfait, qu'un contre-expert fasse son travail normalement en notre présence, en présence des parties, et qu'il puisse juger
le travail du professeur. Oui, on verra bien. Aujourd'hui également, l'affaire Badara Gadiaga est à la une, placée sous mandat de dépôt. Il a été inculpé pour discours contraires aux bonnes mœurs, diffusion de fausses nouvelles, offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République, ainsi que pour violation des articles 80 alinéa 2, 254, 255 et 257 du Code pénal. Ça vous fait rire? Pourquoi tout ça? Parce que c'est le ballon de baudruche. Oui. Un ballon de baudruche, c'est un gros ballon. Oui. On met tout ce qu'on veut. On met beaucoup d'air. Oui. Vous mettez des trous. Vous pouvez dégonfler, il restera toujours quelque chose. C'est une technique et une méthode pour que quelqu'un ne vous échappe. L'objectif, c'était donc d'incarcérer Badara Gadiaga? Non, je ne peux pas répondre de cette façon parce que je ne rentre pas dans l'esprit des gens pour dire tel est leur objectif. Mais quel est le fondement juridique de cette inculpation? Voilà ce qui est important. 4 chefs d'inculpation. Voilà, ce qui est important, ce n'est pas leur objectif. Oui. L'objectif, c'est le but visé. Donc, il faut interroger le cerveau des gens. Alors, sur le fondement... Mon cerveau est déjà assez pollué pour que j'interroge, tu vas me permettre d'interroger le cerveau des autres. Sur le fondement. Mais je dis le fait. Le fait est que quelqu'un qui s'appelle Badara Gadiaga et beaucoup d'autres personnes ont parlé et se retrouvent en prison. Lui, c'est un parmi d'autres qui ont parlé dans les radios, les télés, qui ont écrit, qui se retrouvent en prison. Moi, je pense que dans une démocratie, ça ne devrait pas se faire. Pourquoi? Parce que la démocratie, à mon avis, repose essentiellement sur la presse. Toute démocratie. Malgré les propos qui ont été tenus ici même la sur ce démocratie. plateau. Toute démocratie repose essentiellement sur la presse. Parce que la démocratie, c'est le système qui permet à un peuple de choisir librement ses dirigeants. Comment un peuple peut-il choisir librement ses dirigeants s'il ne les connaît pas, s'il ne les entend pas, s'il ne peut pas les juger? Or, celui qui peut permettre à un peuple de connaître, c'est la presse, qui donne l'information. Absolument. Donc, la presse est l'organe essentiel, et je dis bien essentiel, et premier dans toute démocratie. Et donc, la liberté de parole, la liberté d'expression, qui comporte certes des erreurs parfois. C'est pourquoi le Code pénal lui-même dit que l'injure publique est punie, la diffamation publique est punie, mais dit aussi que l'avocat qui viole le secret de l'information est puni, dit que le magistrat qui fait telle chose est puni. Absolument. Le Code pénal punit toutes les professions lorsqu'il y a des erreurs là-dedans. Donc, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas poursuivre un journaliste. Mais le Sénégal comprend quelque chose d'essentiel. Comment et pourquoi on poursuit quelqu'un? Mais sur le... Oui, allez-y. C'est important. Au Sénégal, comme en France, mais pire au Sénégal maintenant, parce que nous avons hérité de la France et nous faisons moins bien qu'eux. Au Sénégal, toutes les poursuites pénales reposent sur des présomptions. Présomption de faute. On va dire, M. Bachir Diop, ou M. Chérif Diop, nous pensons que vous avez commis telle faute. Ils ne disent pas, nous donnons la preuve. On dit présomption forte, des indices graves, des indices concordants, etc. Mais sur une présomption, on ne met pas quelqu'un en prison. Présomption, c'est je crois, je pense. Je crois, je pense, et je détruis votre vie. Et si un jour la preuve contraire est là, et que vous êtes acquitté, vous avez fait 6 mois de prison. J'ai reçu ici l'avocat, enfin le magistrat Ousmane Kane, qui dit lui que la présomption d'innocence est une fumisterie. Et c'est pire qu'une fumisterie, excusez-moi. C'est une fumisterie légale. On nous dit, vous êtes présumé innocent. Mais on nous dit en même temps, je pense que vous êtes coupable d'aller en prison. Mais sur le cas pratique de Badara Gadiaga, franchement, j'interroge le juriste que vous êtes, l'éminent, j'allais dire, juriste. Il devait aller en prison pour ses propos? Mais à mon avis, personne ne devrait aller en prison tant qu'il n'est pas jugé coupable et condamné par le juge qui juge. C'est ça le vrai problème. Badara Gadiaga n'est qu'un exemple grave parmi les milliers d'exemples des gens qui remplissent les prisons du Sénégal. Farba Ngom remplit la prison du Sénégal sur une présomption. On présume. Indice grave et concordant. D'autres kidam sénégalais. Aux États-Unis d'Amérique, seul un juge a le pouvoir de mettre quelqu'un en prison, pas un procureur. Un procureur, c'est comme un avocat. C'est seul un juge. Aux États-Unis d'Amérique, vous ne pouvez pas penser que telle personne a commis un délit, même si vous le savez, et l'arrêter. Et ça nous amène au débat Il comme faut quoi prouver, les procureurs ont trop de pouvoir.
Les procureurs ont trop de pouvoir au Sénégal. Ils mettent des personnes en prison directement. Oui. Ensuite, c'est sur des présomptions qu'on met des personnes en prison. Oui. Des présomptions, Oui. pas des preuves. Oui. Attendons d'avoir les preuves, de le faire juger. Oui. Et le juge Mais qui ça, c'est- juge, qui a toutes les preuves, vous condamnez, vous met en prison. Même, enfin là, parce que Même là, si vous êtes un journaliste. là, on parle de délit quand même d'opinion. Mais quand il s'agit par exemple de faits beaucoup plus graves, par exemple de meurtre, on ne peut pas laisser quelqu'un repartir alors qu'il y a des indices graves. Et pourquoi? Je vous pose la question. Aux États-Unis, si vous pensez détenir des indices graves contre quelqu'un de meurtre, Oui. on ne le met pas en prison. On le laisse en liberté surveillée. Il n'échappe pas. Oui. Et on fait l'enquête, on prouve dans un procès, on le condamne, on le met en prison. Oui. Badara Gadiaga, donc, si je comprends votre raisonnement, ne devait pas être incarcéré pour ses propos. Ni lui, ni tout autre. Très bien. Je ne m'arrête pas à Badara Gadiaga. Oui. Moi, ce que je pense, je dis oui dans ce que vous dites, Oui. mais j'ajoute, je dis toutes les autres personnes enfermées sans avoir été d'abord jugées et condamnées, Oui. je trouve que dans un pays comme le Sénégal qui doit progresser dans son droit, on doit progresser. Oui. Juste un On doit dernier... changer Oui. ces textes Oui. et donner plus de garanties à toutes les populations de notre pays Oui. pour qu'ils ne soient pas en prison pendant qu'ils sont jugés comme étant des innocents. Oui, on va parler du rejet du recours en rabat d'arrêt du Premier ministre, mais juste un dernier point sur cette affaire. Badara Gadiaga, compte tenu de ces chefs d'accusation et de la particularité de l'article 257 du Code pénal qui vise la collecte ou l'acceptation de fonds à des fins de propagande compromettant la sécurité publique. Cet article permet-il de poursuivre non seulement les auteurs directs d'une propagande, mais aussi ceux qui la financent ou qui en tirent profit dès lors qu'elle a un potentiel de nuire à la sécurité publique et quelles sont surtout les implications pour la liberté d'expression dans le contexte judiciaire actuellement du Sénégal. Je pense qu'on doit faire deux parties dans votre question. Si on part de l'idée Oui. que des fonds ont été donnés, si on part de cette hypothèse, Oui. alors si les fonds viennent de Laponie, à travers des banques et des Western Union et autres, alors vous allez aller en Laponie pour chercher dans la neige celui qui a envoyé les fonds, pour le condamner. Bon, Kogo, c'est ma première remarque. Oui. La deuxième remarque est, encore faudrait-il prouver que M. Gadiaga a bien reçu des fonds et voilà le montant des fonds. Telle somme reçue par tel circuit de telle personne pour faire telle et telle chose et qu'il l'a fait en plus. Alors, tout cela, vous ne l'avez pas encore prouvé. Vous avez des indices peut-être. Et vous le mettez en prison, vous détruisez sa vie déjà. Moi, c'est la question que je pose encore toujours, sous toutes les formes. Oui. Quelle que soit l'inculpation, il y en a plus de 800 dans le code pénal. Oui. Il y a plus de 800 dans le code pénal qui peuvent me concerner personnellement demain, qui peuvent vous concerner. Quelle que soit l'inculpation, ce sont des présomptions. Ce ne sont pas des preuves établies. Ouais, d'autant plus que la privation de la liberté avant condamnation est censée être l'exception. Mais ça doit être plus que l'exception. Oui. On ne doit pas jouer avec ça. Ouais. Mandat de dépôt, mandat de dépôt, mandat de dépôt. Pour qui? Et jusqu'à quand? Après, on vous met en prison, vous êtes pendant 2 ans. Après, vous venez, on vous condamne à 6 mois avec sursis. Ouais. On vous met en prison pendant 6 mois. Ouais. Vous venez, vous êtes acquitté. Ouais. Et bon, dans les textes de la Cour suprême, on dit qu'il y a des possibilités de réparation financière. Ouais. Mais quelle somme, quel montant? Ouais. Après qu'une famille ait été détruite, que des enfants ne voient plus leur père, ne voient plus leur mère, Ouais. hein, et que lui, dans la prison, il était tellement malmené qu'il ait perdu la tête. Ouais. Vous savez ce que peut faire une prison? Il y a un grand personnage, l'un des plus grands personnages de l'histoire de notre pays, Valdiodio Ndiaye, le grand Valdiodio Ndiaye, qui nous a dit dans une plaidoirie ce qu'est le silence de la prison et l'angoisse d'un cabinet d'instruction. Croyez-moi, c'est une chose qu'il faut éviter à tout être humain, tant qu'on le peut, et qu'on attend d'avoir la preuve que c'est lui. La Cour suprême de Dakar, maître Doudou Ndoye, a rejeté le 1er juillet dernier un recours en rabat d'arrêt du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette décision de la Cour suscite encore beaucoup de débats sur l'éligibilité ou non du chef du parti au pouvoir. Qu'en pensez-vous? Je voudrais d'abord parler du rabat d'arrêt Oui, et ensuite de l'éligibilité. s'il vous plaît.
Et pour le rabat d'arrêt, je voudrais m'adresser d'abord aux avocats du Sénégal et à tous les avocats, mes chers confrères. Le rabat d'arrêt est une procédure qui a été instituée au Sénégal en 1992 par les bons soins du grand Kéba Mbaye, qui a fait cette grande réforme, qui a créé le Conseil d'État et la Cour de cassation. Le rabat d'arrêt signifie tout simplement que la Cour suprême, qui n'est même pas un stade de procédure, la Cour suprême qui contrôle ce que la Cour d'appel a jugé, le fond, ce que la Cour d'appel a jugé dans le droit, la Cour suprême qui contrôle ça, si elle juge, l'affaire est théoriquement finie. Oui. Cependant, la Cour suprême est organisée. On dit, avant de juger, il faut que la personne paye telle somme à titre pour les frais. Oui. Il faut que la personne signifie son recours. Il faut que la personne dépose son dossier. Il faut que aussi il n'y ait pas ça. Mais ça, c'est l'organisation de la Cour suprême elle-même. C'est pas ce que la Cour suprême juge. C'est son organisation, sa propre organisation, pour arriver à juger. Si nous pensons, si moi, avocat, je pense que celui qui a jugé n'a pas bien vu que l'organisation de la Cour suprême a été violée, ou a été mal connue ou mal vue, je peux faire un rabat d'arrêt. Oui. Pour dire à tous les magistrats de la Cour suprême, vérifier que ces trois-là n'avaient pas vu la quittance qui prouve que j'ai payé les frais. Alors qu'ils ont dit que je n'ai pas payé les frais. Or, voici la preuve signée par le greffier que j'ai payé les frais et que je leur ai donnés. Oui. Donc, le greffier a oublié de le mettre dans son dossier. Oui. On m'a dit, on ne regarde pas votre dossier parce que vous n'avez pas payé la quittance. Oui. On ne regarde pas votre dossier parce que vous n'avez pas signifié. Or, je viens de dire que j'avais signifié. Le dossier n'est pas encore regardé. Oui. Toute la Cour suprême, en procédure de rabat d'arrêt, va dire, ah, il avait signifié, vous avez dit qu'il n'a pas signifié. Et vous n'avez pas étudié son dossier à cause de ça. Comme il a signifié, je rabats votre arrêt, qui a rejeté son affaire, pour vous dire de juger. C'est ça le rabat d'arrêt. Ce n'est pas un procès contre ce qui a été jugé. Oui. Ce n'est pas un procès, ça n'a rien à voir avec ce qui a été jugé. La Cour suprême peut juger et très mal juger. Il n'y a pas de rabat d'arrêt. La Cour suprême peut juger et très bien juger. Il n'y a pas de rabat d'arrêt. Oui. Mais la Cour suprême peut très bien juger et très mal juger parce qu'elle n'a pas voulu juger. Parce que la Cour suprême a dit, Doudou Ndoye a déposé une requête et il n'a pas payé les frais. Or, j'avais payé les frais, vous devez me juger. Donc pourquoi ce rabat d'arrêt alors? Mais parce que les avocats, mes confrères, la plupart n'ont pas compris ce qu'est un rabat d'arrêt. Je regrette, je le dis, pour que tous m'écoutent. Parce que nous devons passer... Y compris les avocats de M. Sonko. Les avocats, c'est tout le monde. Oui, mais parce que ça les concerne, on parle d'eux. Quand je parle des avocats du Sénégal, je parle des avocats de M. Sonko aussi. Oui, mais on parle d'un cas précis, maître. Tous les avocats du Sénégal, dans leur grande majorité, je dis dans leur grande majorité... Ils se sont trompés alors dans ce dossier en faisant ce rabat d'arrêt? Ce sont des mots que je n'aime pas utiliser. Oui, mais pour la clarté du débat et pour que nos téléspectateurs comprennent. Je ne peux pas... Si vous m'écoutez, ils comprendront. Oui, je ne peux pas dire qu'ils se sont trompés. Oui. J'ai dit que si les avocats de M. Sonko ont fait une procédure de rabat d'arrêt pour contester ce qui avait été jugé, ce n'est pas la voie, ce n'est pas la bonne voie. C'est ce qu'ils ont fait? Ah mais ce n'est pas la bonne voie, je suis très clair. Oui. Ils n'ont pas à contester ce qui a été jugé par la Cour suprême. Ils ont à dire que ceux qui avaient jugé n'ont pas respecté les règles de la Cour suprême elle-même. C'est ça la cause d'un rabat d'arrêt. C'est jugé une fois par les chambres réunies. Ça, c'est très clair. Il faut regarder la jurisprudence. Oui. Parce que la chambre réunie, toutes les chambres réunies de la Cour suprême ont jugé une fois pour rejeter des demandes de rabat d'arrêt. Et la question de l'éligibilité maintenant, parce que c'est aussi un débat qui s'est posé suite à cette affaire. Mais l'éligibilité, c'est le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer lorsque le moment viendra. Pourquoi anticiper sur les privilèges d'un Conseil constitutionnel? Il faudra que moi je dépose ma candidature et que le Conseil constitutionnel se prononce. Les Sénégalais sont pressés. Ils sont pressés dans tout. Ils sont experts dans tout. Experts politiques, experts judiciaires, experts agricoles, experts de tout. Mon Dieu, une candidature n'est pas encore envisagée. Mais l'enjeu de cette affaire, au bout, c'est l'éligibilité. Vous le savez mieux que moi. Je ne crois pas. Ah je n'en sais rien. Mais quelle est votre lecture juridique de l'articulation entre la loi d'amnistie
Ah, ça, c'est un autre problème. Oui, mais vous allez voir, il y a un lien. Donc, quelle est votre lecture juridique de l'articulation entre la loi d'amnistie et cet article 61 de la Constitution? Et quelle est la probabilité... Qui dit quoi? L'article 61 de la Constitution, alors je vais vous le dire, la loi d'amnistie devrait protéger donc de l'inéligibilité. L'article 61 de la Constitution, dernier alinéa de la Constitution, stipule le membre de l'Assemblée nationale qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du ministre de la Justice. C'est ça que dit l'article 61. Alors, cher monsieur, oui, vous êtes en train de discuter d'une question qui ne se pose pas encore. Ah, ça fait l'actualité, c'est pour ça que j'en parle. Nous sommes dans une émission d'actualité. Cher maître Doudou Ndoye. L'actualité, c'est des personnes qui disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont le droit de dire. Mais on est là pour parler d'actualité. Moi aussi, j'ai le droit de dire. J'ai en face de moi un expert juridique, je vous pose la question. Mais dans l'actualité aussi, j'ai le droit de faire comme eux, de dire ce que je pense. Je vous écoute. Donc nous avons tous les mêmes droits. Je vous écoute. Mais moi, dans mon droit de parler de l'actualité, je dis aujourd'hui, moi je suis concret. Monsieur Ousmane Sonko est Premier ministre du Sénégal, il n'est pas député. Oui. Cette question ne le regarde pas, pour l'instant, pour le moment. Alors, quand il sera député ou quand il voudra être député, c'est en ce moment que cette question va se poser, n'est-ce pas? Oui. Mais on n'y est pas encore. Donc il ne faut pas tirer des plans sur la comète. Je ne vais pas anticiper sur la vie des gens. Oui, j'entends bien. Les Sénégalais connaissent aujourd'hui, hier, demain, après-demain. Oui, c'est pour le bon Dieu. On connaît le bon Dieu l'avenir. C'est l'actualité, maître Doudou Ndoye. Attendons qu'il se présente, qu'il soit à l'Assemblée et qu'on lui dise, ah, monsieur, voilà. Ou qu'il n'y soit pas. Parce qu'il peut y aller à l'Assemblée. J'en sais rien. C'est ce que vous affirmez ce soir. J'ai dit qu'il n'y est pas. Mais je dis, quand si jamais il quitte par exemple la primature, il peut retourner à l'Assemblée nationale? Non. La question ne m'est pas posée pour le moment. Mais je vous pose la question, maître Doudou Ndoye. On doit l'étudier profondément. Ce sont des thèses. Ce sont des thèses qui peuvent s'affronter. Parce que moi, j'ai été député avant d'être ministre de la Justice. Oui. J'étais député d'abord. Et en ce moment, en cette période, on démissionnait du mandat de député. Et quand on quitte le gouvernement, on ne revient pas. C'est pourquoi quand j'ai quitté le gouvernement, je ne suis pas retourné au Parlement. Alors, je crois qu'entre-temps, je n'affirme plus, parce que c'est des petits détails qui peuvent m'échapper. Oui. Alors, je crois qu'entre-temps, on a modifié un peu ça, pour que ça soit comme le système français. Si vous quittez le Parlement pour aller à l'Assemblée, votre successeur, votre suppléant, ne fait que vous tenir votre fauteuil. Oui. Et que vous pouvez retourner après. Moi, je crois que c'est ce qui est mis dans les derniers textes. Je crois, je n'affirme pas. Donc, alors, si c'est ça, je dis bien, si c'est ça, et si un jour, pour une raison ou pour une autre, c'est l'avenir, j'en sais rien. Absolument. Si je connaissais l'avenir aujourd'hui, peut-être que j'aurais été président de la République. Vous n'êtes pas Nostradamus. Voilà. Je ne connais pas l'avenir, personne ne le connaît. Absolument. Si un jour il arrivait et qu'il quitte le gouvernement, et qu'il dise je veux retourner au Parlement, ben, on verra si les textes, en ce moment-là, le permettent. On verra bien. Eh oui, je n'affirme rien, je dis on verra bien. On verra bien. L'actualité judiciaire, maître Doudou Ndoye, c'est aussi le mouvement d'humeur dans le secteur de la justice. Donc l'entente CEDJUST-UNTJ décrète 72 heures de grève. C'est une grève qui s'enlise manifestement. Vous êtes acteur de la justice. Quelles sont les conséquences réelles de cette grève? Vous voyez, monsieur, c'est très bien que vous posiez cette question. Ça me permet de dire une seule phrase sur tout ce que nous venons de dire. Oui. Depuis 4 jours, 5 jours, tous les Sénégalais parlent de Sonko, de Diomaye, de conflits potentiels, de conflits rêvés. Mais c'est eux les acteurs, c'est pas nous, c'est eux-mêmes les acteurs, c'est ça aussi. Mais les acteurs ne sont que des citoyens. Oui, mais j'entends bien, mais ils ne sont pas n'importe quel citoyen, c'est eux qui tiennent aussi la gouvernance de ce pays. Mais nous, nous devons nous intéresser à ce que eux, ils nous fassent une meilleure gouvernance aussi. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pourquoi j'ai dit ça. Oui. Alors, c'est par rapport à votre question que j'ai dit ça. Si on s'intéressait à ce qu'ils nous fassent une meilleure gouvernance, on serait tous occupés aussi de la justice. Oui. Or, cette justice qui est en grève, quelles sont les conséquences? Toute la justice civile du Sénégal est paralysée. Tous les tribunaux d'instance de tout le Sénégal, Dakar, Matam, Podor, Kaolack, Diourbel, Fongolemi, Thiès, tout le pays, personne ne peut avoir un acte d'état civil qui vient du tribunal. Personne ne peut avoir un jugement civil, son divorce, sa naissance, son nom à corriger, sa date de naissance à corriger, son mariage. Personne ne peut l'avoir sur tout le Sénégal. Ça, c'est la vie civile du citoyen. Les successions,
tout est paralysé. C'est la vie qui permet à nous, qui sommes pauvres, d'hériter de nos pères quelque chose pour manger. Alors, ensuite, les affaires commerciales, toute la justice commerciale, les banques ne peuvent pas recouvrir leurs créances, ils ne reçoivent pas leur jugement. Toutes les transactions commerciales qui se jugent et tous les papiers des registres de commerce qui se prennent au tribunal de commerce pour pouvoir vendre, obtenir un papier, tout est paralysé dans tout le Sénégal. L'argent du pays est bloqué. Notre vie civile de tous les Sénégalais est bloquée. Personne n'en parle. On me parle d'un président, d'un premier ministre. C'est bien. Mais un président, un premier ministre, ça sert à quelque chose. On devait parler de ça. Aujourd'hui, les greffiers qui ont fait une grève savent qu'il y a 3 ans ou 2 ans et demi, j'étais celui, sous l'égide du bâtonnier des avocats, Pape Leyti Ndiaye, qui les a accompagnés pendant 3 mois. Tous les jeudis, j'étais au ministère de la Justice, au temps du ministre Malick Sall, avec les mêmes greffiers, pour les aider à arranger ce qu'ils voulaient. 90% des choses ont été arrangées. Tout s'est calmé, tout était fini. Cette année, ils reprennent, ça fait 2 mois. Bon, tout ce qu'ils demandent, que ce soit légitime ou pas légitime, ils ont le droit de faire de la grève, mais ils doivent savoir aussi que en paralysant la justice pendant 2-3 mois, ils ont paralysé presque la vie de tous les Sénégalais. Légitime ou pas, leurs revendications? Il va falloir, il faut que je sois encore à côté d'eux, comme je l'ai fait la dernière fois, que je vois leurs revendications et que je puisse, de leur propre voix, me dire, et que moi, de mes propres yeux, lire pour juger leurs revendications. Mais ce que je juge aujourd'hui, est que cela fait 2 mois qu'ils ont paralysé le Sénégal judiciaire. Et en le faisant, ils conduisent le Sénégal cette fois-ci dans l'effondrement économique. La justice n'est pas un jeu pour mettre quelqu'un en prison seulement. Attendez, toute la justice qui met en prison fonctionne aujourd'hui. Toutes les personnes qui doivent être jugées au pénal, sur le plan pénal, ils sont jugés. Parce qu'on prend des agents pénitentiaires ou des gendarmes qui remplacent des greffiers. Donc pour mettre quelqu'un en prison, tout le monde est là. Pour le sortir aussi, tout le monde est là. Mais pour gagner sa vie, personne n'est là. Parce que ça a des conséquences sur l'économie. Mais toute l'économie, 80% de l'économie du Sénégal tourne autour de quoi? La vie marchande. Je vends, j'achète, vous me devez de l'argent, vous me payez, j'ai besoin de registre du commerce pour créer une société. Je crée une société, je vais l'inscrire au registre du commerce, parce que rapidement, je dois exporter quelque chose. On appelle les gens à investir dans notre pays. Et toute la vie commerciale du Sénégal est paralysée. Et les gens, les Sénégalais qui parlent de Diomaye et de Sonko, s'en préoccupent même pas. Ils devraient s'en préoccuper autant que les autres, sans le reste. Je leur demande de se préoccuper de la vraie vie économique qui fait manger les Sénégalais. Et ça, voilà notre problème. Et sur l'économie, on peut pas toucher, on peut pas aller plus loin que le pire que nous sommes en train de vivre. Oui, mais on est en train d'aller dans le pire, parce que personne ne fait rien pour que ça cesse. Moi, je suis prêt à m'investir à nouveau, et je dis pendant plusieurs mois, à côté de mes amis, les greffiers, ils le savent. Vous voulez jouer la médiation? Mais je l'ai déjà fait pendant 6 mois, je vous ai dit 3 mois et demi. Oui, bien sûr. Il y a 3 ans, c'est grâce, sous l'égide, qui m'a ordonné, qui m'a autorisé à le faire, du bâtonnier Pape Leyti Ndiaye, que j'ai été tout seul pendant 3 mois à accompagner tous les greffiers jusqu'à résoudre tous les problèmes sous le gouvernement de Macky Sall. Mais aujourd'hui, je suis prêt encore. Mais je voudrais qu'eux aussi, ils aient un peu plus de sagesse. Qu'ils sachent, comme moi je sais, parce qu'ils le savent, qu'ils paralysent tout le Sénégal. Et en paralysant tout le Sénégal, ils nous causent un énorme préjudice au pays. Très difficile à rattraper, parce que si quelqu'un perd son acte de naissance, ou perd son casier judiciaire, ou perd son certificat de mariage, il peut avoir eu des conséquences terribles dans sa vie et pour toujours. Et pour toujours. Pour toujours, c'est grave. Un dernier point, c'est le système politique, le parti État, qui a été aussi avancé par le Premier ministre Ousmane Sonko, donc le parti État, la fusion entre le parti au pouvoir et l'appareil d'État. Est-ce que ce système, vous qui avez blanchi sous le harnais politique, vous pouvez nous en dire un peu plus, est-ce que c'est un bon système pour notre Sénégal? Écoutez, nous avons eu, après le président Mamadou Dia, le président Senghor avait théorisé ce qu'il appelait le centralisme démocratique. Il disait que aussi bien le parti que les syndicats
étaient ensemble au niveau du bureau politique du parti pour discuter de tout ce que l'État doit faire et l'État décide après. À cette époque, on ne disait pas parti-État. Parce que aussi, le président Senghor avait autorisé la loi des 4 courants, il y avait 4 partis. Absolument. C'est lorsqu'il y a un seul parti politique dans une nation qu'on peut parler de parti-État. C'était le Parti communiste soviétique, où le Soviet Bureau était le patron du pays. Et le Soviet Bureau désignait Gorbatchev. Le Soviet Bureau désignait Belchev. Un seul parti politique. Mais lorsqu'il y a une pluralité de partis, il ne peut pas y avoir de parti-État, au sens doctrinal du terme et au sens traditionnel. Par contre, ce que je crois comprendre, c'est que le Premier ministre pense qu'il y a un parti qui s'appelle PASTEF, qu'il a conduit jusqu'à la victoire parlementaire, et il faut l'admettre, qui est au Parlement majoritaire, que ce parti devrait être solidaire de la politique du gouvernement. Voilà. Moi, je pense que c'est ça son esprit, qu'il a peut-être dit à sa façon. Mais si je me permets de rentrer dans l'esprit d'un homme d'État, je crois qu'il reproche au parti de n'être pas solidaire de lui qu'il a conduit à être majoritaire. Et qu'il le prouve tous les jours. Mais dans une démocratie libre, il ne peut pas y avoir de parti d'État. C'est pas possible. Très bien. Merci. C'est tout à fait impossible d'avoir un parti-État dans un pays avec une pluralité de partis politiques. Dans un pays où on a plus de 300 et quelques partis. C'est quoi parti-État? C'est-à-dire, mais il faut prendre au sérieux aussi ce qu'il a dit. Votre parti que vous avez conduit, qui est là, qui gouverne, qui tient tout, qui ne montre pas sa solidarité à l'égard de votre politique, et votre politique est fichue. Parce que c'est le parti qui permet à une politique d'État d'aller jusqu'au moindre village. Ce n'est pas l'État. L'État peut être dans tous les départements, mais c'est le parti qui vous permet d'être dans tous les villages. Et de rester 50 ans au pouvoir. Mais oui, c'est un parti qui le permet. Merci beaucoup, Maître Doudou Ndoye. Vous m'en faites parler politique. C'est important. Tout est politique. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.